Si vous avez eu 14 ans en France, vous vous souvenez de la mobilette. Le tac-tac-tac du petit Deux-Temps un soir d'été, l'odeur du mélange huile-essence qui collait aux vêtements, la 51 qu'on trafiquait dans le garage entre copains, la première liberté, à hauteur de guidon. Derrière ce souvenir, il y avait un géant. Une usine de Picardie qui, à son sommet, sortait une machine toutes les 10 secondes, faisait vivre 5000 personnes et exportait jusqu'aux États-Unis. L'entreprise avait survécu à la guerre, survécu à la démocratisation de l'automobile, survécu au choc pétrolier, au casque obligatoire, à sa propre faillite, à un changement de nom, à un rachat étranger. Et puis, après plus d'un demi-siècle de fabrication en France, le 26 novembre 2002, la dernière est sortie des chaînes. Comment un nom entré dans le dictionnaire, un nom que toute la France portait sans même y penser, a-t-il pu simplement s'éteindre ? Chapitre 1er, l'orage des Cévennes. Cette histoire ne commence pas dans une usine. Elle commence par un orage dans les montagnes des Cévennes à la toute fin du XIXe siècle. Un homme à cheval. Un pasteur protestant, Sully Benoît, qui dessert les hameaux perdus de l'Espéroux et d'Ardaillé, là-haut, dans le Gard, où la route n'est souvent qu'un sentier accroché au flanc de la montagne, et où desservir ses fidèles veut dire des heures de selle par tous les temps. Un jour, il est surpris par l'orage. Il rentre trempé, épuisé. Une complication pulmonaire s'installe. Il n'en réchappe pas. Il laisse derrière lui un fils qui ne le connaîtra jamais vraiment. Charles Benoît est né le 7 mars 1892 à Ganges, dans l'Hérault. Il grandira sans père, avec cette histoire dans la mémoire familiale. Un homme mort parce qu'il fallait se déplacer, parce que la distance, à cheval, sous la pluie, pouvait tuer. Retenez ce détail. Tout part de là. Car l'enfant des Cévennes consacrera sa vie à une idée simple, presque intime. Que les plus humbles puissent se déplacer un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus sûrement. Que la distance cesse d'être une menace. Charles Benoît n'est pas un fils de bourgeois parisien. Il vient d'un monde protestant, austère, provincial, où le travail et l'instruction sont des vertus cardinales. Il a la tête bien faite, le goût de la mécanique, et cette ténacité tranquille des gens du Sud qui ne parlent pas fort, mais ne lâchent rien. La Première Guerre mondiale le happe, comme toute sa génération. Il connaît les tranchées. Il en revient marqué, mais aussi transformé par une chose que peu de Français de son âge ont vue de leurs yeux, l'Amérique. Car l'armée l'envoie outre-Atlantique comme instructeur radiographiste. Et là, entre deux formations, Charles Benoît découvre un monde. Détroit, Chicago, Milwaukee. Les grandes usines qui tournent jour et nuit. Le taylorisme, le fordisme, la chaîne, la standardisation, l'idée neuve et vertigineuse que l'on peut fabriquer un objet complexe en série, à bas prix, pour le peuple. Il voit aussi les motos américaines, leurs lignes, leur puissance, leurs promesses de liberté. Il rentre en France avec, dans la tête, un plan. De retour dans la région parisienne, il entre à la SICAM, la Société industrielle de construction automobile et mécanique, à Pantin, en Seine-Saint-Denis. C'est là, dans cet atelier de banlieue, qu'il rencontre les deux hommes avec qui il va bâtir sa légende. Le premier s'appelle Abel Bardin, né le 18 août 1889 à Ploux, dans le Cher, dans une modeste famille de gardes-chasse. Bardin n'est pas un ingénieur, c'est un technico-commercial, un homme qui sait parler aux clients, flairer un marché, transformer une idée en argent. Là où Benoît conçoit, Bardin vend. Le tandem est parfait. À eux deux, ils forment le cerveau et la voix de l'entreprise à venir. Le troisième homme apporte ce qui manque toujours au départ, l'argent, la structure, la solidité administrative. Il s'appelle Jules Bénézèche, parfois orthographié Bénézèche. C'est lui qui soutient financièrement le projet, qui donne au trio son assise. On les appellera plus tard les 3 B. Benoît, Bardin, Bénézèche. 3 lettres, 3 hommes, une entreprise. En 1923, la marque est déposée. L'année suivante, tout devient officiel. Le 11 décembre 1924, devant maître Manceau, notaire à Pantin, est constituée par acte notarié la Société des ateliers de la motobécane. Abel Bardin en est nommé premier directeur général. L'atelier s'installe au 13 rue Beaurepaire à Pantin.
une adresse modeste pour une ambition qui ne l'est pas. Le nom, lui, dit déjà tout de la philosophie de la maison. Motobécane. Moto et bécane, l'argot du vélo. Pas un mot noble, pas un mot de salon, un mot d'atelier, un mot de la rue, un mot qui sent le cambouis et le populaire. Dès le nom, l'entreprise annonce à qui elle s'adresse. Pas aux riches, pas aux amateurs de belles cylindrées de luxe, mais au plus grand nombre. La première machine sort la même année. On l'appelle la MB1. C'est un monocylindre 2 temps de 175 cm3, vendu 1375 francs. Le prix n'est pas un détail, c'est l'arme. Plusieurs centaines de francs de moins que la concurrence. Charles Benoît a retenu la leçon américaine. Fabriquer bien, fabriquer simple, fabriquer moins cher. La MB1 se vend, l'atelier grossit. Mais Benoît est prudent. En 1926, il fait un choix qui révèle son intelligence stratégique. Pour attaquer le marché des grosses cylindrées, plus prestigieuse mais plus risquée, il ne le fait pas sous le nom de Motobécane. Il crée une seconde marque, Motoconfort. La logique est froide et lucide. Si l'aventure des grosses motos échoue, elle n'entraînera pas dans sa chute la marque populaire qui fait vivre la maison. On protège le cœur du réacteur, on isole le risque. Ce réflexe-là, ce goût de la prudence industrielle, il faudra s'en souvenir. C'est le même qui, un demi-siècle plus tard, poussera d'autres hommes à sauver l'usine en sacrifiant l'objet. Dans l'entre-deux-guerres, Motobécane devient un vrai constructeur. Les modèles se multiplient, les cylindrées montent, la gamme se structure. On fait appel à des talents. L'affichiste et dessinateur Géo Ham apporte dans les années 30 sa griffe au style des machines. Ce sens de la ligne, du mouvement, de l'élégance mécanique qui fera vendre autant que la mécanique elle-même. Sur les pistes, l'ingénieur Marcel Violet accompagne les premiers pas sportifs de la marque. Motobécane n'est plus un atelier de Pantin. C'est un nom qui compte dans l'industrie française du deux roues. Et pourtant, tout cela n'est encore que le prologue. Car la machine qui va faire de Motobécane une légende, celle qui va motoriser la France entière, celle dont le nom deviendra un nom commun dans le dictionnaire, cette machine-là n'existe pas encore. Elle attend son heure. Elle attend un homme, une idée venue de Hollande et un vieux cadre de vélo oublié dans un coin de l'usine. Chapitre 2. Le vent de dos permanent. La guerre est passée. La France de l'après-45 se relève, se reconstruit, cherche à se remettre en mouvement, au sens le plus littéral. Le pays a faim de mobilité. La voiture reste un luxe hors de portée pour l'immense majorité des ménages. Le vélo, lui, est partout, mais il fatigue, il ralentit, il ne franchit pas les côtes. Entre les deux, il y a un vide immense, un marché que personne, encore, n'a su remplir. L'homme qui va le remplir n'est pas Charles Benoît lui-même, même s'il en reste l'autorité tutélaire. C'est son neveu. Il s'appelle Éric Jolme. Jolme est un ingénieur formé à l'Institut électrotechnique de Grenoble. Il entre à l'usine de Pantin comme stagiaire en 1929, à 17 ans à peine passé dans le monde du travail, et il gravit patiemment les échelons. En 1941, il prend la direction du bureau d'études, où il succède à l'ingénieur Steinbach. C'est un poste clé. C'est là que se conçoivent les machines de demain. Et Jolme a une qualité rare pour un ingénieur. Il ne pense pas d'abord à la performance, ni au prestige. Il pense à l'usage. À l'ouvrier qui doit aller au travail, à la ménagère qui doit faire ses courses, au gamin de la campagne qui a des kilomètres à avaler pour rejoindre le bourg. L'étincelle vient de l'étranger. Un importateur néerlandais, Willem Kapteyn, souffle à la maison une idée. Et si l'on construisait un deux roues motorisé vraiment accessible à tous? Pas une moto, pas un scooter compliqué, quelque chose de plus humble encore. Un vélo, mais qui n'aurait plus besoin qu'on pédale pour avancer. Ce que fait alors Jolme tient moins de l'invention géniale que du bricolage inspiré. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire si belle. Il ne part pas d'une feuille blanche. Il prend un cadre de vélo existant, un cadre de marque BNX datant de 1938, qu'il fait renforcer pour qu'il supporte la charge et les vibrations. Et il y greffe un petit moteur de 50 cm3. Un moteur que l'on baptise, avec une tendresse toute paysanne, le poney. Un cadre d'avant-guerre. Un moteur minuscule, un assemblage de fortune. Voilà le prototype de la machine qui va rouler à des millions d'exemplaires. On l'appelle la AV3.
En octobre 1949, Motobekan la présente au Salon de Paris. Et là, se joue l'un de ces moments que l'histoire industrielle adore. Le mépris des experts face à l'évidence populaire. Car les propres commerciaux de la maison n'y croient pas. Cette drôle de chose, ni vélo ni moto, avec son petit moteur ridicule, ils la trouvent sans avenir. On la relègue au fond du stand, presque cachée, comme une curiosité un peu gênante. Les vendeurs de Motobekan, ces professionnels aguerris, viennent de passer à côté de la plus grande réussite de l'histoire de leur entreprise. Ce qui les sauve, c'est un journaliste. Il s'appelle Max Enders. Il essaie la machine et il en tombe amoureux. Dans la revue Motocycle, il signe un article élogieux, enthousiaste, qui décrit exactement ce que les commerciaux n'avaient pas su voir. La liberté à portée de toutes les bourses. L'effet est immédiat. Le public afflue. La demande explose. Ce que le fond du stand avait enterré, la presse le ressuscite en quelques lignes. La machine coûte 36 000 francs au lancement, l'équivalent d'environ 1 100 € d'aujourd'hui. C'est une somme, mais c'est une somme atteignable. Pour le prix de plusieurs mois d'économie, un ouvrier peut désormais s'affranchir de la fatigue, du mauvais temps, des distances. Il peut habiter plus loin de l'usine. Il peut aller voir sa famille au village. Il peut respirer. Charles Benoît, lui, résumera un jour l'invention par une formule d'une justesse presque poétique. La mobilette, disait-il, c'est un petit engin mu par un vent de dos permanent. Tout est là. Ce n'est pas la puissance qui séduit, ni la vitesse. C'est cette sensation d'être aidé, poussé, soulagé de l'effort. Comme si le vent, pour une fois, soufflait toujours dans le bon sens. Car il faut s'arrêter, un instant, sur le nom. Mobilette. Une contraction de moto, ou mobile, et de bicyclette. Un nom déposé, une marque commerciale. Mais le succès sera tel que le mot s'échappera de son propriétaire. Il entrera dans la langue courante, puis dans le dictionnaire, en minuscule, comme synonyme de cyclomoteur. La mob. On ne dira plus « je prends mon cyclomoteur ». On dira « je prends ma mob », même si la machine sort d'une usine concurrente. C'est le destin des très grandes marques, devenir tellement communes qu'on oublie qu'elles furent des marques. Frigidaire pour le réfrigérateur, Scotch pour le ruban adhésif, et mobilette pour tout ce qui roule à 2 roues et à petit moteur. Songez à ce que cela signifie à la lumière de l'orage des Cévennes. Le fils du pasteur mort à cheval sous la pluie vient de mettre au point, par personne interposée mais sous son autorité, l'objet qui va permettre à des millions de Français les plus modestes de se déplacer sans se ruiner et sans se tuer. Le deuil intime du départ est devenu un produit de série. Se déplacer sans mourir. La promesse est tenue. Reste à la tenir à grande échelle. Car une chose est de séduire au Salon de Paris. Une autre est de fabriquer, semaine après semaine, année après année, des centaines de milliers de machines. Pour cela, l'atelier de la rue Beaurepaire ne suffit plus. Il faut de l'espace. Il faut des bras. Et Motobekan va les trouver là où personne, à Pantin, ne les attendait. Dans une ville de Picardie, dont l'industrie principale, jusque-là, n'avait rien à voir avec la mécanique. Chapitre 3. La bleue et les tisserands. Le succès de la mobilette pose un problème que toute entreprise rêve d'avoir. Elle ne parvient plus à produire assez vite. Pantin étouffe. Les commandes s'accumulent. Il faut une usine, une vraie, capable d'absorber l'engouement d'une nation qui se motorise. En 1951, Motobekan transfère sa production de 2 roues à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Le choix n'est pas dû au hasard, et il révèle une intelligence industrielle qu'on ne soupçonne pas toujours derrière la mob. Saint-Quentin offrait 2 choses. D'abord des locaux, de grands bâtiments disponibles. Mais surtout, elle offrait des mains. Car Saint-Quentin est une ville de textile, une ville de filature et de tissage, où des générations d'ouvriers, et surtout d'ouvrières, ont appris à conduire des machines à tisser. Ces mécaniques complexes, exigeantes, précises, qui demandent de la dextérité, de l'attention, une intelligence des gestes. Or, ces hommes et ces femmes du textile, habitués depuis toujours à piloter des machines, étaient immédiatement compétents sur des chaînes mécaniques. On n'avait pas à leur apprendre le travail industriel, ils le portaient dans les doigts. La tisserande de Saint-Quentin devenait en quelques jours ouvrière de la mobilette.
un savoir-faire se transformait en un autre. La ville qui avait habillé la France allait désormais la faire rouler. L'appétit de la maison ne s'arrête pas là. En 1954, une deuxième usine est rachetée, boulevard du Maréchal Juin, puis une troisième, rue d'Ostende. Et en 1961, l'entreprise franchit une étape décisive. Elle fait construire une grande usine neuve dans la commune voisine de Rouvroy. Ce ne sont plus des ateliers reconvertis, mais un site pensé, conçu, dessiné pour la production de masse. Motobécane ne s'installe pas dans l'Aisne, elle s'y enracine. Et les chiffres de l'emploi racontent cet enracinement mieux que tout discours. Sur le seul site textile reconverti, Motobécane emploie 935 salariés en 1961. La ville tout entière commence à vivre au rythme de l'usine, comme elle avait vécu au rythme des métiers à tisser. Une industrie en remplace une autre, mais le pacte reste le même. Le travail, la fierté, la place dans la communauté. Pendant ce temps, dans les bureaux d'études, la machine ne cesse de s'affiner. Éric Jolme et ses équipes perfectionnent l'invention originelle. Au début des années 50, arrive l'embrayage automatique et le variateur. Cette pièce essentielle qui adapte automatiquement la démultiplication à la vitesse et qui rend la mob si simple à conduire qu'un enfant peut s'en servir. Puis vient un nouveau moteur, la V7, plus abouti, plus fiable. Et surtout, à la fin des années 50, naît la machine qui va tout écraser. La famille AV88. Celle que la France entière va connaître sous un seul nom, la bleue. Elle part d'un modèle de 1957, l'AV87, et elle va devenir tout simplement le cyclomoteur le plus vendu du monde. Le deux roues motorisé le plus produit de la planète. Les estimations divergent sur le total. On parle de plus de 14 millions d'exemplaires pour la seule bleue et jusqu'à 17 millions si l'on additionne toute la production française de mobylettes de 1949 jusqu'au début des années 2000. 14 millions. Le chiffre est presque abstrait à force d'être grand. Il faut le traduire. Cela veut dire qu'il n'y a pas, dans la France de ces décennies, une famille modeste, un village, une cour d'école, un carrefour de campagne où l'on ait entendu le petit deux temps caractéristique de la bleue. Elle n'était pas un produit, elle était un paysage sonore national. Sa robustesse est légendaire. On la répare soi-même, dans la cour, avec 3 outils. On se la transmet, du grand frère à la petite sœur. Elle démarre par tous les temps, elle avale les côtes de Picardie comme les routes de l'Hérault, elle ne demande presque rien et donne beaucoup. C'est exactement le rêve de Charles Benoît devenu acier. Le vent de dos pour tous, à un prix que tous peuvent payer. Et derrière la machine, il y a les ouvriers. À mesure que la production grimpe, l'usine de l'Aisne a besoin de bras, toujours plus de bras. La main-d'œuvre locale ne suffit plus. Alors, comme partout dans la France industrielle des années 60, Saint-Quentin s'ouvre aux vagues d'immigration ouvrière. Des travailleurs portugais, fuyant la misère et la dictature de Salazar, des travailleurs maghrébins, venus d'Algérie et du Maroc, des hommes d'origine paysanne pour la plupart, arrachés à leurs terres, qui découvrent la chaîne, la pointeuse, le froid du Nord et la langue étrangère. Il faut le dire avec justesse, sans sentimentalisme et sans détour. Ces hommes n'étaient pas des figurants de l'histoire de la mobilette. Ils en étaient les auteurs, au même titre que les tisserands reconvertis et que les ingénieurs de Pantin. La bleue que la France entière chérit, celle qui roule dans le souvenir de tant de familles, elle est sortie de mains françaises, portugaises, algériennes, marocaines, mêlées sur les mêmes chaînes, dans le même bruit, sous la même sirène. Le bassin de Saint-Quentin, avec sa longue tradition textile et mécanique, absorbait ces nouveaux venus comme il avait absorbé, avant eux, les paysans de la Picardie. Une communauté ouvrière se formait, faite de tous ces accents. À l'échelle du monde, Motobécane est désormais un géant discret. La bleue s'exporte. Elle part vers les États-Unis, vers le Maroc, vers toute l'Europe occidentale. Là où il y a des gens qui ont besoin de rouler sans se ruiner, il y a un marché pour la mobilette française. L'entreprise, née d'un atelier de banlieue et d'un cadre de vélo bricolé, domine désormais un secteur planétaire. D'un côté de l'usine entrent d'immenses rouleaux de métal et des lingots d'aluminium. De l'autre sortent les cadres, les carters, les guidons, les machines finies, prêtes à porter des millions de gens vers leur travail, leur famille, leur liberté. Entre les deux, des milliers d'hommes et de femmes,
et le vacarme continu d'une industrie à son zénith. Tout, alors, semble promis à durer. La marque est reine, l'usine tourne à plein, la bleue est un monument national vivant. Personne, dans les ateliers de Saint-Quentin, ne pense une seconde que cet empire du deux roues populaire est déjà, quelque part, en sursis. Que d'autres, très loin, au Japon et en Italie, préparent des machines d'un genre nouveau. Et que le vent de dos permanent dont parlait Charles Benoît finira, un jour, par tourner. Mais nous n'en sommes pas là. Nous en sommes encore au sommet. Et le sommet, pour Motobécane, n'a pas fini de monter. Chapitre 4. Une mob toutes les 10 secondes. Imaginez que vous arrivez devant les grilles de Rouvroy un matin de la fin des années 60. Le jour se lève à peine sur la Picardie, ce ciel bas et gris qui pèse sur la plaine. Et déjà, avant même de voir l'usine, vous l'entendez. Ce grondement sourd, continu, mécanique, qui monte du site comme une respiration. Puis vous la voyez apparaître au bout de la route. Elle est immense. Le site de Rouvroy et de Saint-Quentin s'étend sur 340 000 mètres carrés. 4 grands bâtiments couvrent à eux seuls 141 000 mètres carrés de surface. Ce ne sont plus les ateliers de la rue Beaurepaire, c'est une ville dans la ville, une cathédrale industrielle posée sur les champs de betteraves, avec ses propres routes, ses propres cadences, sa propre loi. À l'intérieur, la chaleur vous saisit d'abord. La chaleur des machines, des presses, du métal qu'on travaille. Puis l'odeur. Cette odeur si particulière d'huile de coupe, de métal chaud, de graisse et de peinture, qui imprègne les vêtements et ne les quitte plus. Un ouvrier de Motobécane rentrait chez lui le soir en portant l'usine sur lui, dans le tissu de son bleu de travail, sous ses ongles. Sa femme reconnaissait l'odeur avant de le voir entrer. Et le bruit, partout, qui couvre les voix. Il faut crier pour se parler, ou apprendre à lire sur les lèvres, ou communiquer par gestes, ce langage de main que tous les vieux ouvriers de la mécanique ont fini par maîtriser. D'un côté du site entrent les matières brutes, d'immenses rouleaux de tôle d'acier, des lingots d'aluminium empilés comme des briques d'argent terne. De l'autre côté, tout au bout du parcours, sortent les machines finies, alignées, rutilantes, prêtes à partir vers les concessionnaires de France et du monde. Entre les deux, le voyage de la matière. Suivez-le. À l'emboutissage, d'énormes presses découpent et forment les tôles en cadre, en carter, en garde-boue. Le sol tremble à chaque coup, un tremblement qu'on sent dans la plante des pieds et jusque dans la poitrine. Aux ateliers de soudure, des gerbes d'étincelles jaillissent dans la pénombre, et les hommes, le visage masqué, assemblent les tubes d'acier qui feront l'ossature de la mob. Plus loin, l'usinage des moteurs, le cœur de la machine, où la précision se compte au centième de millimètre, où le moindre défaut condamne la pièce. Puis la peinture, puis l'assemblage final, sur les chaînes, où les machines prennent forme, pièce après pièce, main après main. Une dizaine de chaînes tournent en même temps, et à leur bout, le miracle quotidien. Une mobilette sortait, prête à rouler, toutes les 10 secondes. Comptez lentement jusqu'à 10. Une mob. Comptez encore. Une autre. Sans interruption, heure après heure, équipe après équipe. Le résultat de cette cadence dépasse l'entendement. En 1974, l'usine atteint son record absolu. 750 000 mobilettes produites en une seule année. 3/4 de million de machines, sorties d'une même usine, de la plaine Picarde, en 12 mois. Au poste, des visages. Il y avait des hommes dont on disait qu'ils avaient la soudure dans le sang, capables de reconnaître à l'œil, à la couleur du métal chauffé, le moment exact où poser le cordon. Il y avait des régleurs de presse qui connaissaient chaque machine par son caractère, ses humeurs, ses bruits annonciateurs de panne, comme on connaît un vieil animal. Il y avait, aux chaînes d'assemblage, des ouvrières venues du textile, qui reproduisaient 300 fois par jour le même geste avec une précision de métronome, parce qu'elles avaient passé leur jeunesse devant des métiers à tisser, et que leurs mains ne connaissaient pas l'erreur. Ce savoir-faire, il ne s'apprenait pas dans les livres. Il se transmettait de poste en poste, d'ancien à jeune, dans le vacarme et la chaleur. Un contremaître montrait, une fois, 2 fois, puis regardait faire, corrigeait d'un mot, d'un geste. Le nouveau devenait ancien à son tour, et transmettait ce qu'il avait reçu.
C'était une chaîne, elle aussi, une chaîne de gestes et de connaissances qui remontait, de proche en proche, jusqu'aux premiers ouvriers de Pantin. Et tout cela pour fabriquer quoi? Un objet modeste, une petite machine à 50 cm3 qu'un adolescent conduirait sans permis, qu'un ouvrier laisserait dehors sous la pluie, qu'on réparerait soi-même avec une pince et un tournevis. Il y a quelque chose de vertigineux dans ce contraste. Cette débauche de puissance industrielle, ces presses géantes, ces milliers de mains, ces 340 000 mètres carrés, tout cet effort colossal tendu vers la production du plus humble des véhicules à moteur. Mais c'était précisément cela, le génie de Motobécane. Mettre l'immense au service du petit. Mobiliser une cathédrale pour fabriquer l'objet du pauvre. Personne, dans le fracas de Rouvroy, ne pouvait imaginer qu'un jour ces chaînes se tairaient. Que ce rythme de 10 secondes, aussi régulier qu'un cœur, finirait par ralentir, puis s'arrêter. Au sommet, on n'entend pas le silence qui vient, on n'entend que le bruit. Chapitre 5. Le monde derrière les grilles. Une usine de cette taille ne fabrique pas que des mobylettes, elle fabrique une société. Au sommet, en cette année 1974, ce sont jusqu'à 5000 personnes qui vivent de Motobécane sur le bassin de Saint-Quentin. 5000. Songez à ce que cela représente pour une ville de province. 5000 salaires, 5000 familles, des dizaines de milliers de personnes dont l'existence entière est suspendue au rythme d'une sirène. Quand l'usine embauchait, la ville respirait. Quand l'usine toussait, la ville s'inquiétait. Le sort de l'une était le sort de l'autre. Ces 5000 personnes n'étaient pas une masse anonyme. C'était une mosaïque. Il y avait les vieilles familles ouvrières de laine, celles qui étaient passées du textile à la mécanique sans changer de ville, parfois sans changer de rue. Il y avait les Portugais, arrivés dans les années 60, fuyant la pauvreté et la dictature de leur pays, qui envoyaient une partie de leur paix aux villages restés là-bas. Il y avait les Algériens, les Marocains, venus du Maghreb pour tenir les postes que d'autres ne voulaient plus, et qui apprenaient le français au contact de la chaîne, dans le bruit, entre deux gestes. Des hommes d'origine paysanne pour la plupart, des hommes qui avaient connu la terre avant de connaître l'acier. Sur les chaînes, tous ces accents se mêlaient. Le picard rocailleux, le portugais chantant, l'arabe, le français hésitant des nouveaux venus. On ne se comprenait pas toujours avec les mots, on se comprenait avec les gestes, avec le travail partagé, avec cette solidarité rugueuse de l'atelier où l'on juge un homme non pas à ses origines, mais à sa manière de tenir son poste. La bleue que toute la France a chérie, il faut le redire sans détour, est sortie de ces mains-là, françaises, portugaises, algériennes, marocaines, mêlées sur le même métal. Et hors des chaînes, il y avait toute une vie. Le cœur de cette vie, comme dans toute usine française qui se respecte, c'était la cantine. À midi, la sirène libérait les équipes, et l'on se retrouvait autour d'un vrai repas. Pas un sandwich avalé debout, mais une entrée, un plat, un fromage, un dessert. 1 heure de civilisation au milieu du vacarme. C'était le moment où l'ouvrier redevenait un homme parmi les hommes, où l'on parlait football, famille, politique, où les vieux racontaient l'usine d'avant et où les jeunes écoutaient. La table de la cantine était une institution aussi solide que la chaîne d'assemblage. Et puis il y avait le syndicat. Chez Motobécane, la CGT était puissante, enracinée, présente. Dans une usine de cette taille, elle n'était pas une abstraction. Elle était le contre-pouvoir quotidien, la voix des ouvriers face à la direction, l'organisatrice des luttes comme de la solidarité. Un homme, plus que tout autre, incarne ce lien entre l'usine, la ville et le pouvoir. Il s'appelle Daniel Lemeur. Lemeur est un ouvrier métallurgiste de chez Motobécane, un homme de la chaîne, pas un notable descendu de Paris. En 1965, il devient délégué CGT. Militant communiste, il gravit tous les échelons de la représentation. Et son parcours dit tout de ce qu'était alors le monde ouvrier. Ce simple métallo de l'usine sera député de l'Aisne de 1973 à 1993 et maire de Saint-Quentin de 1977 à 1983, puis de nouveau de 1989 à 1995. Un ouvrier de la mobilette, maire de sa ville et représentant de son département à l'Assemblée nationale.
L'usine ne fournissait pas que des emplois, elle fournissait des destins. Elle donnait à des hommes de peu la fierté d'être quelqu'un, et parfois le pouvoir de peser sur la cité. C'était cela, l'usine comme monde. Un lieu où l'on entrait à 16 ans et d'où l'on sortait à la retraite, où le père faisait embaucher le fils, où l'on se mariait entre familles d'ateliers, où l'on vieillissait ensemble. Un lieu qui structurait le temps, les 3-8, la sirène, les congés, et qui structurait l'espace, la ville organisée autour de ces grilles. On ne travaillait pas seulement à Motobécane, on était de Motobécane, comme on est d'une famille ou d'un pays. Michel Pagès, qui fut responsable de la communication de la marque, a trouvé un jour la formule juste pour dire ce que la mob représentait dans ces années-là. La mobilette, disait-il, dans les années 60, c'était la Clio d'aujourd'hui. Comprenez, l'objet que tout le monde possédait ou rêvait de posséder. Le premier véhicule, le passage à l'âge adulte, la liberté enfin conquise. À une époque où la voiture restait un luxe, la mob était la clé qui ouvrait le monde. Et cette clé, elle sortait de Saint-Quentin. Chapitre 6. Le vent tourne, la mob règne encore. Une entreprise qui produit 3/4 de million de machines par an ne domine pas seulement un marché. Elle façonne une époque. Dans les années 70, la mobilette n'a pas de rivale sérieuse pour le cœur des Français. Elle s'exporte massivement, vers toute l'Europe occidentale, vers le Maroc, jusqu'aux États-Unis, où le petit 2 temps de laine trouve preneur. Là où des gens ont besoin de rouler sans se ruiner, la mob française arrive. L'entreprise née d'un atelier de banlieue et d'un cadre de vélo bricolé est devenue un acteur planétaire du 2 roues populaire. Elle a bien sûr un concurrent national, et de taille. En 1971, Peugeot lance sa 103. Le duel Motobécane contre Peugeot va structurer toute une génération. Dans chaque cours d'école, dans chaque village, on est de l'un ou de l'autre camp. On défend sa marque comme on défend son club de football. Et la 103 n'est pas une adversaire négligeable. En 1974, elle atteint elle aussi un record, 550 000 exemplaires. 2 titans français du cyclomoteur se partagent le pavé. Mais dans ce duel, la mob de Saint-Quentin garde longtemps l'avantage du nom, du prestige, de l'antériorité. On dit mob pour tout, même pour une Peugeot. C'est la victoire suprême, celle du langage. Et c'est dans ce contexte, alors que Motobécane est encore au faîte de sa gloire, qu'arrive la machine qui va prendre le relais de la bleue dans le cœur des Français. En 1978, l'usine lance la 51. Dérivée de la Type 50, elle reçoit un nouveau moteur, la V10, un moteur à admission par clapet, doté d'un 3e transfert, plus vif, plus moderne, plus prometteur. La 51 n'est pas une révolution. C'est l'aboutissement d'une lignée, la quintessence du savoir-faire maison, la mob poussée à son meilleur. Et surtout, elle va connaître un destin que personne n'avait prévu. Devenir, une génération après la bleue, l'objet culte d'une nouvelle jeunesse. Car la 51 se décline, s'affine, monte en gamme. En 1979 arrive la Super, puis en 1987, la Magnum, première 51 à refroidissement liquide. Et surtout, en 1988, la Magnum Racing, tête de fourche carénée, selle monoplace, coloris bleu France et jaune. Pour les adolescents des années 80 et 90, cette machine-là, c'est le Graal. Le rêve accroché au mur de la chambre. La récompense promise pour les 14 ans. Et avec elle, naît toute une culture, souterraine, interdite, passionnée, le traficage. Car la loi bride le 50 cm3 à une vitesse modeste. Mais l'adolescent, lui, veut aller vite. Alors on démonte, on modifie, on transforme. On monte des kits Malossi ou Polini pour augmenter la cylindrée. On change le carburateur pour un Delorto. On installe un pot d'échappement Bidalo. Et la petite mob bridée, censée plafonner à 45 km/h, se met à filer à plus de 100. C'est un savoir-faire clandestin qui se transmet dans les garages, entre copains, le soir. L'odeur du mélange de temps qui colle aux vêtements. Le tac-tac-tac caractéristique du moteur poussé. Les courses de rue improvisées. Toute une jeunesse française a appris la mécanique, la liberté et le risque sur une 51 trafiquée. Voilà le rayonnement de la maison à son apogée. Une marque devenue non commun. Une machine devenue objet de désir pour 2 générations successives.
Un savoir-faire qui déborde de l'usine pour irriguer les garages et les cours d'école du pays tout entier. Comment imaginer, dans un tel moment de gloire, que le sol se dérobe déjà sous les pieds de Motobécane? Chapitre 7. Le sommet et l'ombre. 1974. C'est le sommet, le point le plus haut de toute l'histoire de la maison. 750 000 machines cette année-là, 5 000 personnes qui en vivent, une marque qui domine, un nom entré dans le dictionnaire. Debout sur ce sommet, un dirigeant de Motobécane pouvait contempler 3 décennies d'ascension ininterrompue et se croire à l'abri pour 30 ans encore. Il se serait trompé. Car au moment précis où la mobilette règne, le monde qui l'a porté est déjà en train de se défaire. Le choc pétrolier de 1973 vient de rappeler à la France qu'une époque s'achève. La voiture, jadis luxe inaccessible, se démocratise à grande vitesse. Bientôt, la famille modeste qui rêvait d'une mob rêvera d'une 4 chevaux, puis d'une petite voiture d'occasion. Le cyclomoteur cesse peu à peu d'être le véhicule du travailleur adulte pour se replier sur un seul segment, les adolescents, les 14-17 ans, ceux qui n'ont pas encore l'âge de conduire une auto. Le marché rétrécit par le haut, imperceptiblement d'abord. Et pendant que Motobécane produit toujours plus de la même chose, d'autres, ailleurs, inventent autre chose. Au Japon, en Italie, des constructeurs travaillent sur des machines d'un genre nouveau, plus ludique, plus moderne, plus adapté à ce qui vient. L'historien de la marque, Patrick Barabès, portera plus tard un jugement sévère mais lucide. Au début des années 70, dira-t-il en substance, Motobécane ne fabriquait que de l'utilitaire. La maison a raté le virage du plaisir, du loisir, du désir, ce créneau nouveau vers lequel filait déjà la jeunesse et qui partait tout entier vers les marques italiennes et japonaises. Il y a là une ironie qui traverse toute cette histoire. La 51, cette machine qui allait faire rêver la jeunesse des années 90, un cadre de tube d'acier, un 2 temps, une conception héritée des années 50, était déjà, au fond, un anachronisme au moment même de son triomphe. Un magnifique anachronisme. Le chant du cygne d'une conception du 2 roues que le monde s'apprêtait à abandonner. Les adolescents qui bricolaient leur Magnum Racing dans le garage ne le savaient pas. Personne ne le savait vraiment. Mais l'acier était déjà en train de perdre, doucement, silencieusement, la guerre contre ce qui n'était pas encore arrivé. Debout sur son sommet, en 1974, Motobécane ne voyait rien de tout cela. On ne voit jamais le monde se refaire autour de soi quand on est occupé à battre ses propres records. La maison croyait tenir l'avenir. Elle tenait le passé, un passé glorieux, immense, aimé, mais un passé tout de même. Le vent de dos permanent dont parlait Charles Benoît soufflait encore. Mais quelque part, très loin, il avait déjà commencé à tourner. Chapitre 8. Motobécane s'enrhume. Les grandes maisons ne s'effondrent pas d'un coup. Elles s'enrhument d'abord. Un déficit ici, une commande perdue là, un fournisseur qui s'impatiente. Et puis un matin, on découvre que le rhume était une maladie mortelle. Pour Motobécane, le refroidissement commence à la fin des années 70. Le marché du cyclomoteur se contracte. La voiture achève sa conquête des ménages populaires. La jeunesse se détourne de l'utilitaire au profit du ludique, ces machines japonaises et italiennes que la maison de Saint-Quentin a dédaignées trop longtemps. Et les comptes, insensiblement, virent au rouge. En 1981, le déficit de l'exercice dépasse 24 600 000 francs. Le chiffre est brutal. Pour une entreprise qui, 7 ans plus tôt, produisait 3/4 de million de machines et dominait un marché mondial, c'est une gifle. Les fournisseurs, flairant le danger, commencent à exiger d'être payés comptant. Le signe qui ne trompe jamais, celui qui annonce que la confiance s'effrite, que le crédit se ferme, que la maison n'inspire plus la sérénité. Le 7 février 1983, Le Monde publie un titre qui claque comme une sentence. Motobécane est au bord de la faillite. Le fleuron du 2 roues français, la maison de la bleue, l'entreprise dont le nom est entré dans le dictionnaire, au bord du gouffre. Le président de l'époque, Jean-Claude Noblet, démissionne. Il quitte le navire au moment où il prend l'eau. Que s'est-il passé ? Il faut être juste et ne pas céder à la facilité qui consisterait à chercher un coupable unique.
plusieurs vagues se sont conjuguées. La démocratisation de l'automobile d'abord, qui a vidé le marché par le haut. Le choc pétrolier et ses suites, qui ont bouleversé toute l'économie. L'obligation du casque, qui a un peu refroidi l'usage insouciant de la mob. Et surtout, par-dessus tout, l'offensive japonaise et italienne sur ce créneau ludique que Motobécane avait laissé filer. Patrick Barabès, l'historien de la marque, ne mâche pas ses mots sur cette période. En 1973, en 1974, expliquera-t-il, alors que la maison battait ses records, elle ne fabriquait que de l'utilitaire. Elle vivait sur son acquis. Elle raffinait la même idée, encore et encore, la mob à cadre d'acier, sans voir que le désir de la jeunesse partait ailleurs. Et Charles Benoît lui-même, toujours aux commandes, toujours écouté, n'avait, selon Barabès, pas forcément la bonne vision. Le fondateur génial était devenu, avec l'âge et le succès, un obstacle à sa propre œuvre. C'est une tragédie fréquente dans l'histoire industrielle. L'homme qui a eu raison contre tous finit par avoir tort tout seul, parce qu'il continue de livrer la guerre d'hier. Il faut aussi mesurer le poids du cadre réglementaire, ce filet de règles qui enserre le petit cyclomoteur français. Le 50 cm3 est bridé, limité en vitesse, mais conduisible tôt, c'est sa force et sa faiblesse. En juillet 1983, on supprime l'obligation des pédales. La mob cesse peu à peu d'être un vélo à moteur pour devenir un vrai petit deux roues. Plus tard, en 1996, la réintroduction des boîtes de vitesse manuelles relancera la mode de la méca-boîte, ces cyclomoteurs à vitesse qui enfonceront un peu plus la vieille mob à variateur, désormais perçue comme dépassée. À chaque évolution de la règle, le monde s'éloigne un peu plus de la conception originelle de Saint-Quentin. Et pendant ce temps, le concurrent national tient bon. La Peugeot 103, lancée en 1971, résistera étonnamment. Elle sera produite jusqu'en mai 2017, survivant de longues années à la mob de Motobécane. Puis viendra la grande vague, celle des scooters, qui balayera tout. Mais nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à ce moment terrible, en 1983, où une entreprise qui employait 5000 personnes se retrouve à mendier la confiance de ses fournisseurs. Où le fleuron chancelle. Où il faut de toute urgence trouver quelqu'un pour reprendre les actifs, sauver l'usine, préserver les emplois. La question qui se pose alors, dans les bureaux, à la préfecture, au ministère, est simple et angoissante. Qui va reprendre Motobécane ? Qui voudra d'une entreprise malade, sur un marché en déclin, face à une concurrence étrangère écrasante ? La réponse va venir. Mais elle va enclencher un processus que personne, à l'époque, ne comprend vraiment. Car sauver l'usine et sauver la mobilette, on va bientôt le découvrir, ce ne sont pas du tout la même chose. Chapitre 9. Les 3 lettres. L'homme qui se présente pour reprendre les actifs de Motobécane s'appelle Xavier Maugendre. C'est un professionnel du deux roues, un homme du sérail. Il vient tout juste d'être déchargé par Kawasaki de l'importation de cette marque en France. Il a présidé la Chambre syndicale française des importateurs de motos. Il connaît le métier, les réseaux, les rouages. Ce n'est pas un aventurier, c'est un connaisseur. En 1984, avec quelques associés, il reprend les actifs de la maison en faillite. Une nouvelle société est créée, MBK Industries. Le nom mérite qu'on s'y arrête, car il dit déjà quelque chose de la mutation en cours. MBK, ce sont les 3 lettres du trigramme de Motobécane sur les téléx, l'abréviation par laquelle la maison se désignait dans ses communications. On garde donc une trace du nom ancien, mais réduite à une abréviation, à un sigle froid. Motobécane, ce mot d'atelier plein de cambouis et de populaire, se contracte en 3 lettres administratives. La poésie s'efface. Le sigle demeure. Le montage financier de MBK Industries est révélateur, et il faut le regarder de près, car il contient déjà, en germe, toute la suite de l'histoire. La société anonyme est constituée au capital de 250 000 francs. 60% de ce capital est d'origine française, dont 20%
apportée par les instances régionales de Picardie, soucieuses de sauver l'emploi local. Et 40% reviennent à un consortium étranger qui réunit 3 acteurs. Le japonais Yamaha, la société Sonoto, qui importe justement Yamaha en France, et le motoriste allemand Sachs. Regardez bien cette répartition. 60-40. La France encore majoritaire, tout juste. L'étranger déjà là, avec un pied dans la porte, 40% d'une entreprise qu'il n'a pas fondée mais qu'il pourrait un jour désirer, tout entière. Au moment même de sa renaissance, en 1984, la MOB est déjà à moitié japonaise. Ou presque. Et les 40% d'aujourd'hui ont une fâcheuse tendance, dans l'histoire du capitalisme, à devenir les 100% de demain. La promesse de Mogendre, à ce moment-là, n'est d'ailleurs pas de sauver la mobilette. Elle est plus ambitieuse, plus patriotique aussi. À la demande du gouvernement maurois, car l'État veille, l'État s'inquiète de voir disparaître une industrie française, il s'agit de relancer une véritable moto française. On rêve d'une grosse cylindrée nationale, sous la marque BFG. On veut redonner à la France une place dans la moto, ce segment où le Japon écrase tout. Mais ce rêve-là tournera court. La BFG ne prendra pas. La grosse moto française restera une chimère, un projet mort-né de plus dans le cimetière des ambitions industrielles hexagonales. Et Mogendre, l'homme du sérail, l'homme qui connaissait le métier, se retrouve à la tête d'une entreprise dont le projet phare vient d'échouer, sur un marché toujours difficile, avec un actionnaire étranger qui, lui, sait exactement ce qu'il veut. Car il faut comprendre ce que Yamaha cherche dans cette affaire. Le géant japonais ne s'intéresse pas à la mobilette pour elle-même. Ce qu'il veut, c'est une base de production en Europe. Une usine sur le sol européen, avec une main-d'œuvre qualifiée, une marque locale reconnue, un point d'entrée sur le grand marché du continent. Saint-Quentin n'est pas, pour Yamaha, le sanctuaire de la bleue. C'est un actif industriel bien placé, un outil, une opportunité. Et l'homme qui va saisir cette opportunité, côté français, n'est pas Mogendre, c'est un autre. Un personnage flamboyant, passionné, hors norme, qui va marquer de son empreinte non seulement cette histoire, mais toute l'histoire du deux-roues français des 30 dernières années. Un homme qu'on appelle par ses initiales, comme on appelle les légendes. On l'appelle JCO. Chapitre 10. Laguna Seca. Jean-Claude Olivier est né le 28 février 1945 à Croix, dans le Nord. C'est un homme du deux-roues jusqu'au bout des ongles. Pilote, compétiteur, il courra le Paris-Dakar, il vivra la moto comme une passion dévorante autant que comme un métier. Il dirige Yamaha Motor France. Et c'est une figure, charismatique, intuitif, capable de coups de génie commerciaux comme de coups de tête. Un patron qui ne gouverne pas depuis un tableur, mais depuis le paddock, le circuit, la route. En 1985, raconte-t-il lui-même, le ministère de l'Industrie demande à Yamaha de reprendre l'entreprise. L'État, encore, toujours, qui cherche un sauveur pour son industrie. Et en 1986, l'opération se fait. Par une augmentation de capital qui lui est majoritairement réservée, Yamaha Motor prend le contrôle total de MBK Industries. Les 40% sont devenus la majorité. La MOB, née française, conçue par un neveu de Charles Benoît, fabriquée par des tisserandes reconvertis et des ouvriers portugais et maghrébins, appartient désormais à un groupe japonais. JCO, épaulé par Norbert Wagner, le président de Sonoto, est l'artisan français de cette bascule. Et sa formule, plus tard, résumera tout, avec la franchise brutale des hommes d'action. En 1986, dira-t-il en substance, Yamaha s'est retrouvé actionnaire majoritaire et nous avons redressé l'entreprise grâce aux scooters. Grâce aux scooters. Retenez ces 3 mots. Ils contiennent l'arrêt de mort de la mobilette. Car voici l'histoire, et c'est l'une des plus belles ironies de toute l'aventure industrielle française. L'arme qui va tuer la MOB, JCO ne l'a pas conçue. Il l'a trouvée. Par hasard. Dans un paddock, à l'autre bout du monde. Nous sommes sur le circuit de Laguna Seca, en Californie. JCO est là pour la course, pour la compétition, dans son élément.
Et dans le paddock, il aperçoit une drôle de petite machine. Un engin à grosses roues, trapu, sur lequel se déplace nul autre que Kenny Roberts, la légende américaine de la vitesse. C'est un petit scooter à grandes roues que Yamaha appelle le BWS pour Big Wheels. Une machine conçue au Japon au milieu des années 80 par une équipe dont on peut citer les noms. Yasutoki Matsuno pour la technique, Masakazu Nakamichi pour le design. Au Japon, ce petit scooter a été un flop. Présenté au salon de Tokyo en 1988, il n'a pas trouvé son public. Une machine ratée en somme. Mais GCO, lui, dans ce paddock californien, voit autre chose. Il voit ce que les autres n'ont pas vu. Exactement comme, 40 ans plus tôt, Max Enders avait vu dans la drôle de chose reléguée au fond du stand ce que les commerciaux de Motobécane n'avaient pas su voir. L'histoire, décidément, aime les échos. GCO impose alors ce scooter au siège japonais. Il y croit, il le veut pour la France. Et il obtient que sa production soit transférée à Saint-Quentin. En 1990, les chaînes de laine, celles-là même qui avaient vu naître la Bleue et la 51, se mettent à produire ce petit scooter en plastique, sous 2 marques jumelles, Yamaha BWS et MBK Booster. Le succès est foudroyant, immédiat. La première année, en France, 5582 boosters sont immatriculés, 4138 de plus en Italie. Et ce n'est qu'un début. Au total, sur une vingtaine d'années, il s'en vendra plus de 2 millions d'exemplaires. Le scooter raté du Japon devient, sous pavillon français, un phénomène européen. Il se débride lui aussi, de façon ultra simple, ce qui ravit la jeunesse. Il est moderne, il est pratique, il est en plastique, il est de son temps. Et voici l'ironie dans toute sa cruauté tranquille. Ce sont les mêmes ouvriers, dans la même usine, sur le même site de Saint-Quentin, qui fabriquent d'une main la vieille mob à cadre d'acier, et de l'autre, le scooter en plastique qui va la tuer. La maison produit simultanément son passé et l'assassin de son passé. Personne n'a décidé un matin de supprimer la mobilette. On a simplement lancé quelque chose de mieux adapté, de plus vendeur, de plus rentable. Et la mob s'est mise à mourir, doucement, à côté de son remplaçant, dans l'indifférence des chiffres de vente. C'est peut-être cela, la vérité la plus dure de cette histoire. La mobilette n'a pas été assassinée. Elle a été rendue inutile. Et il n'y a pas de meurtre plus définitif que celui-là. Chapitre 11. Le plastique contre l'acier. Les années 90 sont pour la 51 une décennie paradoxale. Jamais elle n'a été aussi désirée par la jeunesse. La Magnum Racing trône sur les posters, dans les rêves, dans les garages où on la trafique. Et jamais pourtant, son destin n'a été aussi scellé. Car pendant que les adolescents rêvent de mob, le marché, lui, a déjà tranché. Il vote pour le scooter. Le booster cannibalise tout. Il est plus facile, plus propre à l'usage, plus dans l'air du temps. On n'a plus à jongler avec un variateur, à comprendre une mécanique. On monte, on tourne la poignée, on part. Le scooter en plastique est à la mob à cadre d'acier ce que la mob avait été jadis au vélo. Le progrès qui rend l'ancêtre attachant, mais obsolète. Et la réglementation, une fois de plus, enfonce le clou. En 1996, arrive la mécaboîte, le cyclomoteur à vitesse manuelle qui capte une partie de la clientèle passionnée. La mob classique se retrouve prise en tenaille. D'un côté le scooter pratique, de l'autre la mécaboîte sportive. Au milieu, la vieille 51 à variateur, magnifique et dépassée, voit son territoire se réduire année après année. Les chiffres disent la lente hémorragie. La 51, qui s'était vendue par dizaines et centaines de milliers dans les grandes années de la mob, ne s'écoule plus, à la fin, qu'à moins d'1 millier d'unités par an. Moins d'1 millier. Pour une machine fabriquée dans une usine conçue pour en produire des centaines de milliers, c'est un chiffre qui ne veut plus rien dire économiquement. C'est un objet qu'on continue de fabriquer par habitude, par fidélité, presque par sentiment, mais que la froide logique industrielle a déjà condamné. Il faut bien mesurer ce qui se joue là. Yamaha, propriétaire de l'usine,
n'a aucune raison sentimentale de maintenir la mob. Ce n'est pas son histoire. Ce n'est pas sa mémoire. Le groupe japonais a sauvé le site, préservé les emplois, redressé l'entreprise. Grâce aux scooters, comme le disait JCO. Il fait tourner Saint-Quentin à plein régime avec le booster et ses dérivés. La mobilette, dans ce tableau, n'est plus qu'une surdivance. Une ligne de production marginale, coûteuse, qui produit un objet que presque plus personne n'achète. Le compte à rebours est enclenché. Il ne reste plus qu'à trouver la raison, ou le prétexte, de l'arrêt définitif. Et cette raison va venir, non pas des bureaux de Saint-Quentin ni des sièges japonais, mais de Bruxelles, sous la forme d'une norme. Une norme anti-pollution. Chapitre 12. 26 novembre 2002. La fin ne fut pas un drame. Ce fut une date. Pas de grève, pas d'occupation d'usine, pas de banderole, pas de séquestration de patrons, pas de bras de fer devant les caméras. Rien de ce théâtre douloureux qui accompagne d'ordinaire la mort des grandes machines industrielles françaises. Juste une norme et une date. La norme, c'est Euro 2. Une réglementation anti-pollution européenne à laquelle le vieux moteur 2 temps de la mob, avec ses fumées bleutées et son mélange huile-essence, ne peut tout simplement pas se conformer. Il est prévu qu'après le 30 juin 2003, ces cyclomoteurs ne pourront plus être commercialisés. Ils seront hors la loi, techniquement périmés. Alors on arrête. Sans bruit. Le 26 novembre 2002, la dernière mobilette sort des chaînes de Saint-Quentin. C'est une 51, modèle hard rock de couleur noire. Une 51 noire. La dernière. Songez à ce qui s'achève dans ce geste banal, cette machine qu'on pousse au bout de la ligne comme on en a poussé des millions d'autres. 24 ans de carrière ininterrompue pour la 51, depuis 1978. Un demi-siècle de mobilette française, depuis l'AV3 de 1949. Des millions d'exemplaires. Le vent de dos permanent de Charles Benoît. La bleue des Tisserandes. Le rêve du fils du pasteur mort à cheval. Tout cela s'arrête. Le 26 novembre 2002. Une 51 hard rock noire. Et à côté, sur les autres chaînes, les boosters continuent de défiler. Le plastique continue, l'acier s'arrête. Il faut être honnête, ici, avec la vérité de cette fin, et ne rien inventer. On voudrait un martyr, un dernier ouvrier au regard humide poussant la dernière machine, un discours, une émotion collective. Les archives ne nous donnent pas cela. Elles ne nous donnent qu'une date, un modèle, une couleur. La fin de la mobilette française n'a pas été un déchirement social. Elle a été une opération technique, un arrêt de ligne. La conséquence logique d'une norme et d'un marché qui s'était vidé. Et c'est peut-être cela, le plus poignant. Qu'un objet aimé par des générations, un objet entré dans la langue et dans la mémoire nationale, ait pu s'éteindre ainsi, sans cérémonie, presque sans témoin, dans une usine qui, elle, continuait de vivre. On imagine les grandes morts industrielles fracassantes, avec leurs coulées de larmes et leurs poings levés. Celle-ci fut chuchotée. La dernière vraie mobilette française a été fabriquée jusqu'au bout dans son usine d'origine, mais par une entreprise japonaise qui n'avait plus besoin d'elle. L'usine n'a pas fermé, les emplois n'ont pas disparu, la sirène a continué de sonner. Simplement, ce qu'elle appelait au travail, ce n'était plus la mob, c'était le scooter, puis la moto. La vie continuait derrière les grilles. C'est seulement l'âme du lieu, cet objet-là, cette petite machine du peuple, qui s'en était allée, un mardi de novembre, dans le silence des chiffres. Chapitre 13. Dakota, Kansas, Phoenix. Que fait-on après avoir tué son propre héritage? On essaie, parfois, de le remplacer. Pour succéder à la vieille gamme, on lance 3 modèles au cadre remodelé, au nom qui sonne comme un rêve d'Amérique et de Renaissance. Dakota, Kansas, Phoenix. Fabriqués en Turquie par la société Beldeyama. Ce ne sont plus des mobilettes de Saint-Quentin. Ce sont des cyclomoteurs délocalisés, censés porter encore un peu la flamme. Ils ne convaincront personne. Le public ne suit pas. En 2008, ils sont abandonnés à leur tour. La relève a échoué. Quant à la bleue, la vénérable, l'increvable bleue, celle qui avait été le cyclomoteur le plus vendu du monde,
elle tire sa révérence vers 2004. La dernière quitte les chaînes sans fanfare. Le paysage sonore national se tait pour de bon. Mais l'usine, elle, ne se tait pas. C'est là toute la singularité de cette histoire, ce qui la distingue de tant d'autres tragédies industrielles françaises. À Saint-Quentin, il n'y a pas de grilles rouillées, pas de halles vides envahies par les herbes, pas de cheminée monument dressée sur un cimetière dents qui tourne. Il y a une usine et en gamme. Le millionième scooter était déjà sorti des chaînes en 1999. À partir de 2004, Yamaha fait franchir un nouveau cap au site. On y fabrique désormais de plus grosses cylindrées, la moto XT660, puis les maxi-scooters de la gamme X-Max, de 125 à 400 cm3. L'usine du petit cyclomoteur populaire devient l'usine du deux roues haut de gamme. L'activité de moteur hors-bord, elle, sera transférée en Thaïlande. Une annonce faite en 2013 qui concernait environ 120 postes. Le site se recentre, se spécialise, s'adapte. Il survit parce qu'il change. Et il faut le dire clairement, car c'est la vérité. Et la vérité n'est pas toujours celle qu'on attend d'un récit de déclin. Les ouvriers de Saint-Quentin n'ont pas connu sur cette histoire le traumatisme du plan social, de la fermeture, de la lettre de licenciement. Les emplois ont été maintenus par la bascule vers le scooter et la moto Yamaha. Là où tant d'usines françaises ont laissé des villes exsangues et des hommes brisés, celle-ci a préservé son monde ouvrier. Le pacte de travail a tenu. C'est un déclin dans la continuité, le déclin d'un objet, pas d'une communauté. Mais un objet, parfois, c'est une âme. Et la mob, elle, était bien morte. On avait sauvé le corps, l'usine, les emplois, les chaînes, en sacrifiant l'esprit. C'est un marché dont on ne sait jamais tout à fait s'il est une victoire ou une défaite. Les ouvriers de laine, eux, avaient encore un salaire, une fierté, une raison de franchir les grilles le matin. Peut-être est-ce cela qui compte le plus. Peut-être qu'une usine vivante qui a oublié son âme vaut mieux qu'une ruine qui s'en souvient. Restait le nom. Ce dernier vestige, ce sigle de 3 lettres hérité du téléx de Motobécane. MBK. Il allait lui aussi s'effacer. Chapitre 14. 600 €. Les noms meurent plus lentement que les objets, mais ils meurent aussi. La marque MBK, avec son booster, s'éteint vers 2017, emportée par une nouvelle norme anti-pollution, Euro 4, qui achève ce qu'Euro 2 avait commencé 15 ans plus tôt sur la mob. Le petit scooter qui avait sauré l'usine rejoint à son tour le cimetière des machines périmées. Puis vient l'effacement final, le plus symbolique. Au 1er janvier 2024, le site de Saint-Quentin, précédemment connu sous le nom de MBK Industries, est officiellement rebaptisé Yamaha Motor Manufacturing Europe. Le changement a été approuvé par le comité d'entreprise. Rien de dramatique, encore une fois. Une formalité. Une ligne dans un communiqué. Mais avec ces 3 lettres qui disparaissent de la façade, MBK, c'est le dernier fil visible qui reliait l'usine à Motobécane, à Pantin, à Charles-Benoît, à La Bleue, qui se rompt. L'ultime trace du nom s'évapore. Il ne reste plus que Yamaha. Aujourd'hui, l'usine de Saint-Quentin est l'un des plus gros employeurs privés de laine. Plus de 630 personnes y travaillent en permanence. Elle a réalisé, en 2023, un chiffre d'affaires de 418 millions d'euros. La région Hauts-de-France a même débloqué une subvention de 534 000 € sur un investissement de 4,5 millions pour installer une ligne de moteurs de vélos électriques. La vie industrielle continue, prospère, tournée vers l'avenir. La mob, elle, appartient au passé. Un passé qui pourtant ne meurt pas tout à fait, car la 51 est devenue, entre-temps, un objet de collection prisé. Ces machines que les adolescents trafiquaient dans les garages se négocient désormais plusieurs milliers d'euros, surtout les versions Magnum Racing. Des communautés de passionnés, le Motobécane Club de France, les forums de bricoleurs, entretiennent la flamme, restaurent, échangent, se souviennent. Un musée Motobécane, à Saint-Quentin, rassemble plus de 120 modèles. Et devant l'usine, un rond-point porte 3 statues qui résument toute l'histoire. Une vieille dame à vélo, un couple d'adolescents sur un booster et un garde champêtre sur sa bleue, un lapin dans la sacoche.
le vélo, le scooter, la mob, le passé, le présent et l'entre-deux disparu. Et puis, il y a cette dernière image, cette ironie finale que l'histoire, décidément facétieuse, a tenu à ajouter. En avril 2025, un homme nommé Jackie Townsend, patron d'une entreprise de l'Indre spécialisée dans les antivols pour la grande distribution, a racheté la marque Mobilette, tombée en déchéance, oubliée, sans propriétaire. Il l'a rachetée pour 600 €. 600 €. Le nom qui fut sur toutes les lèvres, dans tous les villages, dans le dictionnaire lui-même. Le nom du vent de dos permanent. Le nom de l'objet qui motorisa la France ouvrière. 600 €. À peu près le prix d'une 51 d'occasion en mauvais état. Le projet de cet homme, dit-on, est d'en faire renaître une version électrique, inspirée d'une ancienne mob, dans une usine désaffectée. Une belle idée peut-être, un joli geste, mais qui ne peut effacer le vertige de ce chiffre. 600 € pour un siècle de mémoire. Alors, que reste-t-il ? Il reste une usine vivante qui a oublié la machine qui l'a fait naître. Il reste un mot dans le dictionnaire dont plus grand monde ne connaît l'origine. Il reste des 51 noirs, rangés dans des garages, astiqués le dimanche par des hommes qui avaient 14 ans dans les années 90 et qui, en tournant la poignée, entendent revenir le tac-tac-tac de leur adolescence. Et il reste, au commencement de tout, un orage dans les Cévennes, un pasteur mort à cheval sous la pluie, un fils qui n'a jamais connu son père et qui a passé sa vie à faire en sorte que les plus humbles puissent se déplacer un peu plus vite, un peu plus sûrement, un peu plus loin. Se déplacer sans mourir. Charles Benoît a tenu sa promesse. Des millions de Français, grâce à lui, ont roulé, travaillé, aimé, grandi sur une petite machine à moteur, poussée par ce vent de dos qu'il avait su fabriquer. Que ce soit une entreprise japonaise qui ait à la fin éteint la flamme dans une usine qu'elle avait par ailleurs sauvée, n'y change rien. La flamme a brûlé plus d'un demi-siècle. Elle a éclairé toute une nation. Le 26 novembre 2002, une 51 hard rock noire est arrivée au bout de la chaîne. Et le vent, enfin, s'est arrêté de souffler.